Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Folles Enchères TV, l'émission qui révèle les coulisses des salles des ventes. Au sommaire, ce soir, nous prendrons le pouls d'un marché passionnant, celui des livres, avec le commissaire-priseur Paul Pasteau qui s'apprête à animer sa fameuse vente de Montignac. Dans sa chronique météo, Lucien nous parlera des ventes qui, en août, investissent les bords de mer. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Tuc Duhalborel. Le commissaire-priseur s'apprête à vendre aux enchères un fauteuil signé d'un des plus grands designers du XXe siècle, Pierre Jeanneret, et personne ne se doutait de sa valeur. C'est le lot complètement marteau. Bonsoir Tuc Duhalborel. Bonsoir Diane Zorzi. Alors Maître Borel, vous êtes commissaire-priseur chez Armoire Enchères et vous nous apportez ce soir un lot que vous présenterez donc aux enchères à Perros-Guirec le 25 juillet. Alors un fauteuil qui au premier regard ne paye pas de mine, mais l'habit ne faisant pas le moine, il est estimé 8 à 12 000 euros et pour cause, il est attribué à l'un des plus grands designers du XXe siècle, Pierre Jeanneret. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert ce fauteuil ? Écoutez, c'est une histoire comme les confrères peuvent en avoir souvent. Je suis appelé un vendredi soir en fin de journée pour faire l'expertise d'un fonds d'atelier de peintre, Jean-Claude Salomon, décédé en 2022, dont la fille a à cœur d'organiser un peu la cote de son papa. J'arrive dans un dépôt sur la commune de Plérin, côté tout proche de l'Étude, où il y a un amas de toiles, à peu près entre 1500 et 2000 toiles, de qualités inégales. Certaines finies, certaines abîmées, d'autres de moindre qualité. Et rapidement, sous un tas de toiles, il y a ce morceau de teck qui apparaît face à nous, le fauteuil d'atelier du peintre Jean-Claude Salomon, sur lequel personne n'avait prêté d'intérêt. Et donc je demande rapidement si, outre les toiles, la dame serait vendeuse de ce fauteuil. Et elle me répond d'un grand oui. Donc on entame rapidement les diligences d'expertise en envoyant des photos à Com, Rémi, notre expert, qui poursuit encore le travail puisque les investigations sont loin d'être abouties. Et Parce que vous vous êtes dit tout de suite que c'était Pierre Jeanneret, que c'était un siège important ? Évidemment, non. L'idée, c'est qu'on a un œil, je crois que les confrères le font transparaître à chaque fois. On a une sorte de 6e ou 7e sens qui nous attirait vers une ligne, vers un matériau, vers quelque chose d'inhabituel en termes de qualité ou de dessin. Et comme je disais, j'ai du teck en face de moi qui, à cette époque-là, est pas un bois forcément très courant, surtout en Europe. On a une ligne qui est pas courante, on a ces chaînes qui soutiennent l'assise qui sont pas courantes, et voilà un tout qui fait que ça alerte quelques curseurs chez moi. Est-ce qu'on peut alors déjà retracer un petit peu le parcours de Pierre Jeanneret ? Il a beaucoup collaboré avec son cousin, qui était Le Corbusier, et justement, c'est ce que raconte aussi ce fauteuil. Pierre Jeanneret, architecte et designer d'origine suisse, le cousin de Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret, donc collaborent tous deux à partir des années 20 sur des créations à la fois architecturales, mais également au niveau des arts décoratifs avec du mobilier. On connaît une série de la fin des années 20 qui sont les fauteuils et sièges de la série LC, LC2, LC3, LC4, également en collaboration avec Charlotte Perriand à cette époque, toujours édité chez Cassina d'ailleurs. Et donc Charles-Édouard Jeanneret va ensuite poursuivre une production de mobilier au cours des années 30-40, et en 1947 il y a une partition de l'Inde qui entraîne que la région du Pendjab perd sa capitale. Dès lors, les autorités administratives vont décider en 1947 de créer une nouvelle cité pour faire office de capitale de cette région du Pendjab. Un premier projet est avorté, et en 1950 ou dans le début des années 50, Le Corbusier reprend le projet de cette cité administrative que sera Chandigarh. Le projet étant gigantesque, il fait alors appel
à son cousin de nouveau pour une collaboration. Et Pierre Jeanneret aura la tâche notamment de développer tout un mobilier pour ces différents bâtiments de cité administrative. Il y a plusieurs secteurs, je crois qu'il y a une quinzaine de secteurs administratifs qui sont faits. Et Pierre Jeanneret va éditer, enfin en tout cas designer puis faire éditer pour ces différents bâtiments un ensemble de mobilier divers dont notre fauteuil est un exemple. Et alors ce sont des mobiliers, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez du teak, de la corde, ce sont des meubles qui ont été réalisés avec des matériaux aussi locaux. Oui, il y a le bois indigène, le teak. Alors, ce mobilier-là, dans un premier temps, il va être réalisé par des artisans locaux. C'était aussi le souhait de Jeanneret que de faire du mobilier rudimentaire. On n'est pas sur des meubles d'apparat, on est sur du mobilier fonctionnel, alors avec un certain dessin recherché, mais on est sur des matériaux qui sont effectivement le teak qui est un bois indigène, de la corde, du tressage, du fer, des chaînes de fer, etc., etc. Donc, il a été confié la mission aux artisans locaux de construire ce mobilier dans un premier temps. Ça situe en tout cas le fauteuil bien ancien dans le temps et ça permet d'évacuer les questions de faux. Oui, parce que alors sur ce marché, il y a effectivement beaucoup de faux. Et qu'est-ce qui distingue, comment distingue-t-on le vrai du faux justement chez Jeanneret? Qu'est-ce qui est caractéristique? Alors le faux du vrai, j'imagine que les faussaires sont talentueux. Déjà l'essence de bois, le teak, ce teak-là a un grain particulier. D'après Comrémy, l'expert, il y avait aussi des fauteuils, des copies qui ont été faits dans d'autres bois que du teak, donc à proscrire immédiatement. Nous, on a un teak ancien. On a des photos d'époque des années 80 qui aussi évacuent le doute a priori. Et puis la patine, j'ai envie de vous dire, la patine de ces chaînes, la patine de ce teak, la patine de ce cordage. L'aspect général du meuble fait qu'il sent bon. Alors le meuble, le siège est estimé entre 8 000 et 12 000 euros. L'État, j'imagine, est rentré en compte dans la fixation de l'estimation. Oui, comme au vu des résultats et des ventes passées, comme est très enthousiaste, il est encore en communication avec l'éditeur indien qui existe toujours et pour essayer de dater le siège plus précisément, savoir à quelle époque la plaque, si on a des années auxquelles ces plaques-là font référence. Donc lui, il est dithyrambique à l'égard de ce fauteuil. J'ai envie d'être prudent, moi, et puis on verra, le marché nous dira combien il valait. Qui sont les acheteurs aujourd'hui de telles pièces? Tout amateur de design peut se fendre d'un fauteuil comme ça. Les collectionneurs de Jeanneret, de Le Corbusier, de Charlotte Perriand, il y en a pléthore sur la place des enchères. Donc, je veux dire, c'est un fauteuil qui s'adresse à un grand nombre d'acheteurs potentiels. Alors, avant de nous quitter, Maître Borel, je vous propose de retrouver Lucien, qui, pour ce dernier épisode de l'été, a parcouru les lieux de villégiature à la recherche des ventes aux enchères. C'est la météo des enchères. Bonsoir, bienvenue dans la météo des enchères. Avant de nous quitter pour la trêve estivale, on fait le point sur les ventes du mois d'août. Voici l'édition spéciale Météo des plages. Le temps sera estival à la Baule début août, de quoi vous donner tous les prétextes pour vous jeter à l'eau. Et si l'euphorie des vacances vous pousse à inviter toute la plage dans votre jardin pour un déjeuner, pas de panique. Salorge Enchères proposera lors de sa vente Art de la table une ménagère en argent estimée entre 10 000 et 15 000 euros. Pour le deuxième week-end d'août, air iodé, ciel dégagé et ensoleillement généreux seront au rendez-vous chez Biarritz Enchères avec sa vente du Palais, où l'on attendrait une marée humaine venue chercher des trésors. L'ancienne résidence impériale apparaît d'ailleurs dans ce tableau représentant la grande plage de la ville, réalisé par Fortuné Mollo et estimé entre 10 000 et 12 000 euros. On termine par quelques conseils pour nos amis vacanciers de la Côte d'Azur. Si vous comptez piquer une tête à la plage en famille ou en amoureux, un peu comme ces baigneurs à Crozon d'Armand Guillaumin, présentés par Beige Can Auction à la Mute, adoptez les bons réflexes. Vin blanc dans la glacière, chemise hawaïenne criarde et petit crayon pour les mots croisés. Voilà, on arrête les frais pour aujourd'hui, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée pour un nouveau point météo. Alors avez-vous des ventes prévues, Maître Borel, en août? Eh bien non, je pars me reposer avec mon épouse aimante et mes 2 filles. Vous avez bien raison.
Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été Merci avec nous. Alors, Jordi. je le rappelle, la vente du fauteuil attribué à Pierre Jeanneret aura lieu donc le 25 juillet à Pérez-Guirec et sera retransmise évidemment en live sur interenchère.com. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon retour à Saint-Brieuc. Merci. Je vous propose maintenant de retrouver le commissaire-priseur Paul Pasteau qui vient spécialement de Limoges pour nous parler du marché du livre à l'occasion de sa vente de Montignac. Ce sont les enchères en mouvement. Bonsoir Paul Pasteau. Bonsoir. Alors Paul Pasteau, vous êtes commissaire-priseur à Limoges et vous orchestrez chaque été une vente qui est la vente de référence en matière d'enchères de livres en France, la vente de Montignac. La prochaine édition aura lieu le 19, 20 et 21 août. Et alors, juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce rendez-vous, puisque là vous vous apprêtez donc à organiser la 31e édition. Oui, écoutez Diane, c'est simple, c'est un événement qui a été créé il y a maintenant 31 ans par mon prédécesseur Bernard Galato, qui était commissaire-priseur à Limoges, et accompagné de Pierre Poulain et de Pierre Marquis. Alors pourquoi Montignac ? Alors, c'est assez simple. Il se trouve que Bernard Galato avait des attaches familiales à côté de Montignac et que, désespéré de ne pas pouvoir vendre en juillet et en août comme la quasi-totalité des commissaires-priseurs, il s'était dit qu'il pourrait mettre ce temps de repos à profit et de créer une nouvelle vente qui est devenue la vente de Montignac. Oui, une vente qui était vraiment un rendez-vous où se rassemblaient chaque année tous les bibliophiles, etc. Et en 2023, qui a déménagé à Limoges. Tout à fait. Pourquoi ce choix d'avoir déménagé à Limoges ? Alors déjà pour des raisons logistiques, puisque il faut bien comprendre que chaque été, nous devions déplacer plus de 10 à 15 000 ouvrages d'une certaine valeur et que vous comprenez bien que pour des questions d'assurance, on l'a fait pendant un certain temps, le plus longtemps possible, et puis finalement on s'est dit que ça serait beaucoup plus commode et beaucoup plus facile de le faire à l'hôtel des ventes à Limoges. D'accord. Et puis avec la digitalisation aussi, j'imagine que les bibliophiles ne sont plus forcément sur place, mais en ligne. Alors effectivement, c'est la seconde raison, c'est que moi, quand j'ai commencé cette vente en 2007, on remplissait la salle de Montignac. Il y avait plus de 200 à 250 enchérisseurs présents. Il faut bien s'avouer qu'aujourd'hui, en 2026, si on a 10% de ce public à la salle des ventes, ça sera presque inespéré. Et alors, au-delà donc de la digitalisation des ventes, quelles sont les évolutions que vous avez pu observer ? Donc, parce que ça fait vous, ça va faire 20 ans, oui, c'est ça, que exactement. Vous organisez cette vente. J'imagine que vous avez vu aussi ce marché du livre évoluer en 20 ans. Alors, bien sûr, il a évolué. Il y a des modes, les livres de voyage, les illustrés modernes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un marché stable, c'est un marché qui reprend somme toute le marché du mobilier objet d'art, c'est-à-dire que les ouvrages exceptionnels, les éditions rares font des prix conséquents, incroyables, et le marché intermédiaire est plus compliqué. Maintenant, ce marché intermédiaire permet deux choses. Un, faire des bonnes affaires, et deux, permettre à de nouveaux collectionneurs de s'intéresser aux livres dans toutes ses spécificités, que ce soit les illustrés modernes, les livres de voyage, les Jules Verne, tout ce qui permet à un bibliophile, à un amateur de rentrer dans une bibliothèque et de la constituer, que ce soit effectivement la bande dessinée. Tout constitue une clé pour rentrer dans ce monde-là. Vous parliez des beaux livres illustrés. C'est un des segments qui est fort actuellement. Parce que alors, vous avez vendu un ouvrage notamment illustré de Fujita, Oui. 31 000 €, un autre de Jouve, 24 000 €. Bien sûr, ça suit le marché commun. Je pense qu'un livre illustré par David Hockney ou un livre illustré par Pierre Soulages suit le marché des tableaux le marché de l'art contemporain, oui, bien sûr. Donc là, on s'adresse plus nécessairement à des bibliophiles, mais à des amateurs d'art plus généralement. Oui, ça touche. Le panel est assez large pour ce type de livre. Ouais. Vous avez des livres, on va prendre l'exemple de Paul Jouve qui a illustré le livre de la jungle, et en fonction des éditions, vous avez de très belles éditions qui commencent à 200, 300, 400 euros. Les livres dont on parle, c'est des magnifiques livres avec des suites sur Japon impérial. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a des livres
avec des éditions un peu plus courantes. Et alors pour ce qui est des classiques, parce qu'on retrouve régulièrement dans ces ventes de Montignac les classiques Fables de La Fontaine ou alors l'encyclopédie aussi de Diderot et d'Alembert, comment se porte ce marché-là ? Encore une fois, je vais vous refaire la même réponse que précédemment. Sur les ouvrages extraordinaires, on a vendu des Fables de La Fontaine il y a 3 ans, je crois au-dessus de 30 000 euros. Effectivement, une reliure exceptionnelle, aux armes, c'est des choses, c'est des livres que vous ne voyez qu'une fois ou 2 fois dans votre carrière de commissaire-priseur. Maintenant, sur des éditions moins luxueuses, plus classiques, effectivement, c'est un peu plus compliqué à vendre. Mais je vous dis, tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir des livres à 30 000 euros. Alors, il y a un autre segment aussi qui est récurrent dans ces ventes de Montignac, et vous en avez parlé tout à l'heure. Ce sont notamment les récits de voyage et aussi les atlas, les cartes. Et vous allez présenter justement en août prochain un atlas assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors, il s'agit de l'Harmonia Macrocosmica d'Andreas Cellarius. C'est la 2e édition de 1708 qui reprend celle de 1660. Et qui est incroyable sur plusieurs points. Déjà, il comprend ces 29 cartes qui mettent en lumière non seulement la position des étoiles et des constellations, mais également les théories du XVIe et du XVIIe siècle sur la position du Soleil ou de la Terre comme étant au centre du monde. Et donc vous avez différentes théories, celle de Copernic, celle de Tycho Brahe ou encore celle de Ptolémée. Et donc c'est le passage des thèses géocentristes à héliocentristes. Donc clairement là on s'adresse à des gens amateurs de cosmologie. C'est quand même un ouvrage rarissime qui est passé moins d'une dizaine de fois au cours de la dernière génération en vente publique. Est-ce que les musées sont régulièrement présents d'ailleurs à Montignac ? Oui, on a eu beaucoup de présomptions lors des 25 dernières années, que ce soit sur des livres d'heures, des récits de voyage ou encore des illustrés modernes. Ouais. Et d'ailleurs, lors de cette vente, on aura des ouvrages exceptionnels sur la vie du Mamelouk Ali, Louis-Étienne Saint-Denis, qui a accompagné l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène, et tout un ensemble également sur Antonin Artaud. Donc vous voyez, c'est des ventes vraiment très hétéroclites. Qui s'adresse à tout le monde et peut-être aussi aux néophytes. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner pour acheter un livre aux enchères et débuter une collection de livres aux enchères ? Alors je me laisserai porter déjà par mon goût littéraire. C'est-à-dire, je pense que j'achèterai ce que j'ai envie de lire et ce qui attise ma curiosité. Très bien. Alors avant de nous quitter, Paul Pasteau, je souhaiterais vous proposer un petit exercice. Je vais vous poser une série de questions auxquelles vous pourrez répondre le temps d'un chrono d'1 minute. C'est la Minute Marteau. Alors Paul Pasteau, je lance le chrono dès que vous êtes prêt. Je suis prêt. C'est parti pour la Minute Marteau. Alors le lot que vous rêveriez de vendre ? Le lot que je rêverais de vendre, je pense que c'est une peinture de Clifford Steele. Le lot que vous regrettez de ne pas avoir vendu. Le lot que je regrette de ne pas avoir vendu, c'est un autographe de Serge Gainsbourg. Le lot le plus insolite que vous ayez eu à vendre. Un manuscrit autographe entre Paul Gauguin et Paul-Émile Pissarro qui l'enjoignit à quitter Montmartre pour le rejoindre à Montparnasse. Le lot que vous refusez systématiquement. Les armes. Le lot qui vous semble le plus surcoté aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Je pense que les lots les plus surcotés aujourd'hui, c'est l'art contemporain. Le lot que vous auriez aimé garder pour vous. Il y en a beaucoup. Je pense un bronze de Rodin. Merci beaucoup, Paul Pasteau, d'avoir été avec nous. Alors, je le rappelle, donc la 31e édition de la vente de Montignac aura lieu les 19, 20 et 21 août à Limoges et bien sûr sera retransmise en live sur interenchères.com. Merci beaucoup, Paul Pasteau. Je vous en prie, merci pour votre accueil. Bon retour à Limoges. Alors, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Folles Enchères TV. C'est le moment pour nous de prendre une petite pause estivale. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles ventes complètement marteau.